Amis zélés de la France éternelle, bonjour. Les 4 sessions précédentes du Boomer déchaîné ont consisté à faire un état des lieux de la réalité française à partir d'un panoramique rapide de 80 ans portant sur quelques points de société précis que j'ai mis en avant. En quelque sorte, une mise en jambe pour préparer le terrain, la question du roi. Mais auparavant, je voudrais revenir sur quelques détails particuliers relatifs au système républicain. 1. Sur la légitimité de la souveraineté républicaine. 2. Qui sont les gens qui se réclament de la République. 3. Enfin, s'arrêter un temps sur le personnage nommé Macron. Un cas. Alors, personnellement, je considère que les républicains n'ont aucune légitimité à gouverner la France. Non pas parce que le système républicain n'a jamais reçu l'aval du peuple français, encore que, mais surtout parce qu'il s'agit d'une petite partie de la population française qui s'est arrogé le droit de parler au nom du peuple en imposant un système politique qui fractionne l'unité nationale par l'effet de diverses constructions idéologiques et antagonistes afin d'opposer les Français artificiellement, de les faire battre entre eux, avec pour résultat final de diviser le corps social et de l'affaiblir pour mieux le tenir en main. Donc, selon ma propre réflexion, la République n'a aucune légitimité. On notera que ce système politique se révèle en plus volontiers sectaire, totalitaire, usant à volonté d'une techno-judiciarisation arbitraire pour se protéger et protéger du même coup les profiteurs du système. D'où le refus des tenants de pouvoir faire usage du référendum. 2. J'ai à diverses reprises fait état de la médiocrité intellectuelle et morale du personnel politique français, et si l'on veut bien y regarder, de cette même médiocrité générale qui affecte tous les États de la planète, se réclamant du mot « République ». Ce personnel concerne essentiellement les députés et sénateurs, et le premier d'entre eux, le président de la République, plus localement les maires et les présidents des conseils généraux et régionaux. Je laisse de côté la multitude des conseillers municipaux. Une des premières constatations, ces gens sont pour la plupart des fonctionnaires. Ils ont le plus souvent une vision relativement bornée ou intéressée du monde réel, qu'aggrave un enfermement idéologique qui les rend sectaires, voire totalitaires. Ils se gavent de mots valises, d'éléments de langage typiques du prêt à penser idéologique. Ce sont souvent des gens formés administrativement, auxquels on a inculqué quelques notions de droit constitutionnel. Ils ont une vague appréhension des systèmes politiques auxquels ils se réfèrent. Des systèmes, oui. De la politique, non. En un mot commençant, ils ne font pas de la politique, ils font de l'électoralisme. Lors de ces 60 dernières années, et cela quelle que soit leur appartenance politique, au fur et à mesure que le temps passait, on voyait les masques tomber. Le républicain montrait son véritable visage, le visage de ces bourgeois ancillaires dont j'ai déjà parlé. Le mot ancillary en anglais a le même sens proche, auxiliaire, attaché à, etc. Et leur vrai visage montrait la noirceur de leur âme. Ils n'ont aucun respect pour la France et son immense passé civilisationnel venu de loin. La France, ils ne la connaissent que la veille des élections. Par voie, on sent bien que le mot France leur écorche la bouche, tant ils sont obligés. Une chose est sûre, ils représentent la République, sans doute, mais en aucun cas ils représentent la France, de quelque côté de l'arc républicain qu'on se place. Ce sont des matérialistes athées purs, sans foi ni loi, sauf la leur. Ils sont assoiffés de pouvoir et d'autorité, mais aussi d'enrichissement abusif. On ne compte plus les scandales de corruption jamais punis par la justice. Ils ont aboli les privilèges anciens, nous allons en reparler, mais n'ont pas hésité à se les accorder à eux-mêmes d'une autre manière.
Ils n'ont aucune morale, mais abreuvent en permanence le peuple français de leur moraline de menteurs pathologiques et d'hypocrites dotés d'un fort esprit de trahison. Ils ont fait leur les slogans de mai 68, interdit d'interdire. Jouissons sans entrave. Il y a une relation entre ces deux expressions, révélant du même coup le côté obscur de leur vraie nature. Ils font de la transgression leur véritable morale, se laissent aller aux déviances les plus sordides. Ils appellent cela la liberté. Nous l'appellerons l'esclavage des bas instincts, et l'on sait comment ça se termine. Mais qui sont-ils réellement? D'où viennent-ils? De qui descendent-ils? Même s'ils ne le revendiquent pas ouvertement, leur démarche politicienne signe leurs actions. Ils descendent tous, je dis bien tous, de la Révolution française, des moments les plus noirs de cet ébranlement civilisationnel au temps de la dictature jacobine 1792-93. Un temps d'effroyables massacres et autres assassinats de masse dominés par la sinistre figure de Robespierre. Celui-ci poussera sa paranoïa jusqu'à décréter la Grande Terreur ou l'élimination projetée de 250 000 Français. Il fut précédé par Danton, que l'on tient pour responsable des massacres de septembre, ou sinon de les avoir provoqués, mais de n'être pas intervenu pour les faire cesser. Quand je dis tous, j'y mets aussi les Girondins, l'équivalent de notre fausse droite républicaine, ce que je tiens pour les idiots utiles de la République. En fait, cette bourgeoisie républicaine où l'on retrouvait beaucoup de bourgeois bohèmes, les fameux bobos d'aujourd'hui, dont de nombreux aristocrates ayant trahi leur condition de classe, étaient bien connus de l'Ancien Régime sous le nom d'esprit fort, libertin ou libertins, leur tournure d'esprit générale faisant admettre les pires atrocités pour imposer leurs idées. Cette tournure d'esprit correspond bien à nos libéraux libertaires d'aujourd'hui. C'est par ces outrances idéologiques vaguement issues de la dite philosophie des Lumières et leur persévérance criminelle que ces derniers ont à l'esprit, 230 ans plus tard, d'achever la Révolution française, c'est-à-dire décréter la mort de la France et du peuple français. 3. Venons-en au cas Macron. S'il est question de lui, cela n'exonère en rien les autres chefs d'État l'ayant précédé d'avoir largement contribué au grand malheur de la France. Je vais m'en tenir ici à tracer un portrait du personnage que j'ai extrait d'une de mes chroniques. Je cite: « Plein de suffisance, de contentement de soi, dénué d'affect et de sincérité, tel apparaît le personnage Emmanuel Macron, incapable d'empathie, incapable d'établir le moindre lien relationnel avec les populations, sinon pour contrarier les gens, comme si derrière son éternel sourire pincé, il y prenait un plaisir sardonique. Rien ne paraît naturel, spontané chez cet ex-employé de la maison Rothschild. Tout est artificiel, calculé, composé, comme si ses comportements lui étaient dictés de haut. N'ayant aucune aptitude à montrer quelque profondeur de son être, il se contente de cultiver publiquement le paraître, le surjouer, tel le théâtreux perpétuellement en scène qu'il est. À bonne école avec le chaperon hermaphrodite ou androgyne qui lui sert autant de metteur en scène que de souffleur. Il se complaît à donner de lui l'image d'un éternel adolescent n'ayant jamais atteint l'âge de la maturité. Dès sa prise de pouvoir, nombreux ont été ceux ayant édicté le pervers narcissique à travers le bonhomme. Son besoin irrépressible de se mettre en scène en fait plus encore un pervers histrionique obsédé par le désir d'attirer la lumière sur lui, de montrer qu'il a des idées et réponses à tout, le poussant à dire ce qui lui passe par la tête sans frein, sans filtre. Hors du prompteur, il est comme un chien fou se laissant aller à débiter des incongruités qui rendraient honteux tout homme normalement constitué. Il n'a aucune vision de la vraie vie et se trouve dénué d'idées de fond, de perspective. Son indigence d'esprit, niveau McFly et Carlito, révèle une ignardise choquante
que double une mentalité volontiers mesquine. Rien ne l'arrête, rien ne l'offusque, rien ne le touche, pas même la honte. Aucun sens de l'honneur, aucune dignité, pas la moindre petite flamme d'amour-propre. Son discours erratique, incohérent, trahit une incontinence verbale digne d'un logoraïque compulsif. Il ne s'attache à rien, n'accroche à rien. Il annonce, ne termine pas, passe à autre chose. Son inconsistance frise le tournis mental. Comme ses illustres prédécesseurs à l'Élysée, il est un adepte forcené de la chose et son contraire sont en même temps. Quel meilleur moyen de noyer son auditeur sous une avalanche de promesses parfois lunaires que rien n'oblige à tenir, des promesses lancées en l'air qui n'engagent que ceux qui y croient, comme disait naguère Charles Pasqua, un vieux crocodile du marigot politicien. Fin de citation. Ma conviction profonde est que le duo Trogneux-Macron n'aurait jamais dû faire de la politique et exercer plutôt sa véritable vocation, vendre les chocolats Trogneux sur les marchés du nord de la France. Les deux auraient pu montrer leur goût de la mise en scène, de la tchatche, et du même coup éviter de conduire la France au désastre. Maintenant, abordons la question du roi. Disons-le clairement, il n'existe pas de solution miracle en la matière, ni de système politique idéal. Mais république ou monarchie, sur la longueur de l'histoire, cette dernière a montré, même avec ses faiblesses, son indéniable supériorité. Tout commence avec une vénérable dame d'un âge déjà avancé, habillée de noir, donnée pour être la patronne d'une cité qu'on va appeler Paris. La patronne, autrement dit, dans le prolongement des derniers soubresauts de l'Empire romain, une patronne, oui, mais de dignité patricienne. Elle s'appelle Geneviève. Si elle n'a pas eu à se confronter avec les Huns d'Attila, elle ne va pas tarder à se heurter à Childéric Ier, le roi des Francs-Saliens, venu de Belgique mettre le siège devant Paris. Mais la confrontation, semble-t-il, tournera à une réconciliation entre personnes de haute estime qui ont peut-être plus à gagner à faire la paix que la guerre. Childéric est accompagné de son jeune fils, Clovis, un garçon d'une quinzaine d'années, plein de promesses. Le jeune homme est aussi impressionné par la grande dame qu'elle-même devine en Clovis le futur roi que la Gaule désespérée attend comme un sauveur. Clovis va devenir ce guerrier barbare, fougueux et déterminé, n'ayant en tête que de reconstituer la Gaule romaine et la réduire sous la domination franque. Le jeune chef de guerre, maintenant âgé de la trentaine, va rencontrer deux personnages qui vont sceller définitivement sa destinée dans le prolongement de sa fréquentation de Geneviève de Paris. L'évêque de Reims, Rémy, et Clotilde la catholique, qui deviendra sa seconde épouse. Sous l'influence de ces trois personnages, Clovis va non seulement se convertir au christianisme et se faire baptiser à Reims en présence de 3000 de ses soldats, mais il est désormais reconnu comme le roi incontestable et incontesté du royaume franc, le Regnum Francorum, qui deviendra ultérieurement la France. C'est sous le signe de la croix que se forme l'union fortuite de ces quatre personnages. Clovis, Rémy, Geneviève, Clotilde, comme si cela avait été voulu par le destin et inspiré par Dieu. Ce carteron initial, cette graine bénie semée dans le déroulé de l'histoire de l'humanité, fonde l'Occident chrétien et amorce le fil rouge qui tracera le chemin de la royauté française durant 1300 ans. Fil rouge que celle-ci regardera peu ou prou comme une mission céleste et dont elle ne s'écartera jamais tout à fait. On remarquera que 3 de ces 4 envoyés du ciel ont été élevés sur les autels, à l'exception de Clovis, l'implacable barbare, pour avoir exécuté ou fait exécuter une douzaine de ses membres, de membres de sa grande famille. Il ne pouvait décemment prétendre à la sainteté
les barbares sont les barbares. On a lourdement insisté sur le fait que Clovis a épousé Clotilde et s'est converti au christianisme par un simple calcul stratégique. Très certainement, mais je ne vais pas entrer dans le détail de l'histoire. De toute façon, il semble qu'il ait été sincèrement amoureux de Clotilde, fidèle à sa femme, à la différence de son fils Clotaire, par exemple, et de ses 6 épouses, dont une princesse thuringienne, la future sainte Radegonde. D'autre part, il est difficile de douter de la foi du roi, du fait de ses proches fréquentations de Geneviève et de l'évêque Rémy, mais aussi quand le couple se rend à Tours avec Clotilde pour prier sur le tombeau de Saint-Martin et quand le couple royal décide de construire la basilique des Saints Apôtres en honneur de Geneviève. Lieu de Paris disparu qui deviendra la montagne Sainte-Geneviève où se situe actuellement le Panthéon, l'ex-basilique Sainte-Geneviève construite par Louis XV. Un autre acte fondateur doit être encore attribué à Clovis, et pas des moindres, que l'on n'évoque que rarement dans l'histoire officielle. Je veux parler du concile d'Orléans de 511, le premier convoqué par Clovis lui-même et en sa présence. Même si les 31 canons du concile ne sont pas clairement explicites sur la route royale à suivre, ce concile a définitivement entériné l'alliance entre la royauté et l'Église, entre le trône et l'autel, ou entre le sabre et le goupillon, comme aiment à le rappeler les bouffeurs de curés. C'est sur ces deux jambes civilisationnelles que reposera désormais la monarchie française jusqu'à sa chute en 1792. D'un côté, la monarchie, l'administration, l'armée, l'économie, la protection de la veuve et de l'orphelin, de l'autre à l'Église, les âmes, l'éducation, l'hôpital, la pauvreté, les vieux, la charité. Si le roi avait avis sur la nomination des évêques, il s'est toujours refusé d'ajouter à la fonction royale celle de chef religieux, comme les rois burgondes, visigoths, ostrogoths, ayant opté pour l'arianisme, une hérésie du catholicisme. Une trentaine d'évêques sur 75 que comptait la Gaule furent présents lors du concile. On ne dira jamais assez le rôle bénéfique joué par ces descendants des apôtres, représentants de la papauté et de l'Église catholique, seule organisation structurée encore debout par suite de l'effondrement de l'Empire romain, la seule à avoir contribué à contenir les invasions barbares, puis à faire de ceux-ci, au fil du temps, des hommes et des femmes civilisés. Le concile s'étant achevé en juillet 511, 4 mois plus tard, en novembre, Clovis Ier meurt à 45 ans, dans la force de l'âge, de cause non connue. Nous ne saurons jamais le sens définitif qu'il aurait donné à son propre règne. Pour illustrer l'esprit général des fondateurs du royaume franc, voici la profession de foi des Francs. L'illustre nation des Francs ayant Dieu pour fondateur, alors je cite, l'illustre nation des Francs ayant Dieu pour fondateur, puissante par les armes, sage dans ses conseils, respectueuse des traités, d'une prestance sans pareille qui la distingue par la noblesse de la stature, la blancheur du teint, l'élégance des formes, ainsi que par le courage et la hardiesse de ses entreprises guerrières, cette nation depuis peu convertie à la foi catholique et qu'aucune hérésie n'est venue troubler jusqu'ici, était encore plongée dans les ténèbres de l'idolâtrie lorsqu'une secrète inspiration de Dieu, elle éprouva le besoin de sortir de l'ignorance, de pratiquer la justice et de rester fidèle à sa foi. En conséquence, elle fit rédiger la loi salique par 4 des chefs de la nation nommés Wisogaste, Bodogaste, Salogaste et Widogaste, habitant les pays de Saloëm, Bodoëm, Vidoëm, qui se réunirent pendant la durée de 3 assises
discutèrent avec le plus grand soin des causes de toutes les difficultés qui pouvaient s'élever et rédigèrent la loi telle qu'elle suit. Puis, dans la gloire de Dieu, dès que Clovis, le chevelu, le beau, le puissant roi des Francs, premier de la nation, eut reçu le baptême catholique, tout ce qui, dans ce pacte, était jugé inapproprié, fut amendé avec clarté par Clovis, Childebert et Clotaire. Que vive le Christ qui aime les Francs, qu'il protège leur royaume, qu'il protège l'armée, qu'il les affermisse dans la foi catholique, qu'il leur accorde la joie, la paix, la félicité, que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de la piété ceux qui gouvernent, car c'est cette nation qui, par la bravoure plus que par le nombre, secoua de sa tête le dur joug des Romains, et qui, après avoir reconnu la sainteté du baptême, orna somptueusement d'or et de pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient consumés par le feu, mutilés par le fer ou fait déchirer par les bêtes. Fin de citation. Il conviendra de préciser ce qu'il adviendra du royaume franc et de l'héritage de Clovis pour les quelques siècles à venir. À la suite de l'empire de Charlemagne, ses trois petits-fils, lors du traité de Verdun en 843, vont se partager l'empire hérité de leur père Louis le Pieux. La Francie-Ouest pour Charles le Chauve, la Lotharingie pour Lothaire, la Francie-Est pour Louis le Germanique. Malheureusement, cette division aura pour conséquence d'affaiblir gravement l'autorité centrale du royaume et favoriser l'émergence de la féodalité. Il faudra attendre la succession de plusieurs de nos rois pour reprendre la main, reprendre le fil rouge. On les appellera des rassembleurs de terre. Maintenant, venons-en à notre époque moderne et demandons-nous si le retour du roi ne serait pas une réponse à la faillite irréfragable du système politique républicain. Le roi, le rex, le régis, a, dans un sens profond, un rapport à la famille. Le roi, c'est aussi le chef de famille dans les grandes familles antiques, élargies aux esclaves, des chefs de peuples, de clans, de tribus. Et quand il y a territorialement abondance de rois, il nomme l'un d'entre eux, lequel sera un peu plus roi que les autres. Ce sont ses pairs. P-A-I-R-S. Il deviendra le roi des rois, expression aussi attribuée à Jésus, mais dans un autre contexte. Ulysse est l'exemple du roi des rois de l'Antiquité primitive. Parti trop longtemps à la guerre de Troie, il tarde à revenir en Ithaque. Selon le principe qui va à la chasse perd sa place, il perd sa place. Il est contesté par les prétendants intéressés à ravir le cœur de Pénélope, autant le cœur de Pénélope que le trône de son époux. Il va s'en suivre une explication orageuse. Mais revenons à notre sujet. Nous faisons un bond dans l'histoire. 1789. Après 1300 ans de règne continu, la monarchie franque est tombée. La France va subir 2 dictatures consécutives, la Révolution française et l'Empire napoléonien. Si la royauté a chuté au bout de 1300 ans, les 2 dictatures ont chuté elles aussi. L'une, la dictature républicaine, au bout de 10 ans, l'autre, la dictature impériale, au bout de 15 ans, soit 25 ans de dictature continue. Une double tragédie dont la France mortifiée, exsangue, ruinée, va difficilement se relever tout au long du XIXe siècle. Mais alors, qui va-t-on décider de mettre en place pour succéder aux 2 dictatures? Eh bien le roi. Le retour du roi 25 ans après lui avoir coupé la tête. On n'a pas trouvé d'autre solution pour assurer la continuité nationale
et relancer la machine France. Sauf qu'on y a ajouté une complication, et il s'agira d'une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie accompagnée d'un parlement et d'un suffrage restreint dit censitaire. Avant de donner quelques explications, essayons de comprendre comment s'établit la chronologie du retour de la royauté. Donc Napoléon Ier tombe prisonnier des Anglais qui mènent la coalition. Il est envoyé en résidence surveillée à l'île d'Elbe. Il parvient à s'enfuir et revient en France. Ce sont les 100 jours et l'humiliation de Waterloo. Retour de Napoléon sous la férule des Anglais. Cette fois captif, il est expédié en exil définitif dans l'île lointaine de Sainte-Hélène. 1. Grâce au soutien actif de Talleyrand, Louis XVIII, comte de Provence et frère cadet de Louis XVI, prend le pouvoir. Il accède sur son trône, mais dès le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, il abdique et repart en exil à Gand, en Belgique. C'est la première restauration, en 1815. Napoléon, de nouveau chassé de France après les 100 jours, Louis XVIII retrouve son trône. Ce sera la seconde restauration. Il régnera 9 ans. En 2, Charles X, comte d'Artois, succède à son frère Louis XVIII et monte sur le trône en 1824. C'est lui qui organisera l'expédition d'Alger de 1830, mettant un coup d'arrêt définitif aux exactions commises par les barbaresques dans la Méditerranée. Une série d'ordonnances resserrant la censure et le pouvoir personnel du roi provoque le soulèvement populaire parisien des Trois Glorieuses ou Révolution de Juillet. Charles X est renversé, il aura régné 6 ans. En 3, Louis-Philippe Ier, issu de la maison d'Orléans, succède à Charles X, mettant un point final à la filiation des Bourbons. Matiné d'idéal monarchique et d'un fond républicain, contrairement à ses prédécesseurs, il n'est pas sacré roi de France, mais intronisé roi des Français. Cela lui vaudra le titre de roi bourgeois ou citoyen. Son règne aura duré 18 ans. 4. Survient la révolution de 1848. Suivi, alors on est toujours en révolution dans ce pays, suivi d'une amorce de république, dite Deuxième République, à la tête de laquelle sera élu Louis-Napoléon Bonaparte. 3 ans plus tard, à la suite du coup d'État du 2 décembre 1851, le même Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Certes, Napoléon III n'a pas le génie militaire de son oncle, mais il développera la France industrielle et prendra des mesures sociales en faveur du monde du travail. À la suite du désastre de Sedan, il est fait prisonnier par les Prussiens. L'Empire français vient de s'effondrer, mais l'unité allemande est réalisée. Le règne de Napoléon III aura duré 18 ans. Donc, à partir de 1815 jusqu'en 1871, ce sont 4 gouvernements monarchiques qui se succèdent en 51 ans, dont 3 gouvernements royaux, un impérial et un embryon de république. Alors pourquoi la République n'a-t-elle pas pu reprendre la main en politique alors qu'il lui faudra attendre son retour en 1876, période où les royalistes, tout courant confondus, perdent les élections législatives, et cela alors même qu'ils dominaient encore la Chambre. Les républicains deviennent majoritaires. La République, 3e du nom, est définitivement installée. Autrement dit, le royalisme a survécu 58 ans à la double dictature républicaine et impériale. Essayons de comprendre pourquoi le royalisme a persisté aussi fortement dans la mémoire des Français, quasiment toute la durée du XIXe siècle. Il faut bien comprendre que, contrairement à l'histoire officielle, les Français ont très mal subi les 2 dictatures républicaines et impériales. La France a été saignée, mise à genoux. Chaque foyer français a été touché par la perte d'un des siens. On estime que les pertes en êtres humains sur les 2 dictatures sont de l'ordre de 2 500 000 tués, soit civilement, soit au sein des armées révolutionnaires et impériales,
c'est-à-dire presque le double de la grande guerre industrielle de 14-18. Par ailleurs, la France a pris un énorme retard économique sur ses voisins. La révolution industrielle tarde à démarrer. Il faudra attendre Louis-Philippe pour que des amorces de développement économique se fassent sentir. De plus, humiliation supplémentaire, tous ces sacrifices n'ont servi à rien. Par exemple, Napoléon a rendu la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. En effet, s'il y a bien une chose positive que l'on doit à la Révolution française, je dis bien la seule, c'est d'avoir bien involontairement agrandi le territoire français. Il faut savoir que l'une des obsessions de la monarchie française, tout au long de son histoire, mais aussi de la République d'une certaine façon, c'est l'affaire des frontières naturelles de la France, c'est-à-dire les anciennes limites romaines du nord de l'Europe, ou plus précisément la rive gauche du Rhin, comprenant la Belgique, une partie de la Westphalie et de la Rhénanie-Palatinat, soit plus de 60 000 km². Un territoire qui n'est certes pas immense, mais contigu au nord et à l'est de la France. Il aurait constitué l'une des régions les plus industrialisées du monde, unifiant les grands bassins fluviaux de la Moselle, de la Meuse, de l'Escaut et le bassin gauche du Rhin. Donc, nous avons là les éléments qui nous permettent de comprendre la situation des monarchies post-impériales, endossant la responsabilité de relever la France, de la remettre en marche, de soigner les blessures morales et physiques de son peuple, ce qu'on a appelé la restauration. Le mot dit bien ce qu'il veut dire, restaurer la maison, la rendre habitable et y remettre de l'ordre. Les rois devront également agir sous la contrainte du traité de Paris, une grande partie du territoire étant soumise à l'occupation militaire de la coalition, la 7e du nom, soit 1 million d'hommes, anglais, prussiens, russes, autrichiens. La mémoire des peuples est longue quand ils la transmettent à travers les générations. Il y a 2 mots que les Français ne veulent plus entendre, les mots république et guerre, parfois aussi socialisme. Il ne faut pas oublier que les masses paysannes représentent encore la majorité écrasante du peuple français et qu'elles ont donné beaucoup des leurs à la guerre et à la Révolution. Certains objecteront que la paysannerie était sous l'influence des curés et de la religion. Je répondrai oui, et alors? L'Église aussi a payé un lourd tribut à la guerre, à l'imposture républicaine. N'oublions pas que Napoléon lui-même était républicain, même s'il se montrera plus conciliant envers l'Église. En fait, il en avait besoin. Mais tout va basculer à la suite des élections législatives de 1876. Bonapartistes, orléanistes, légitimistes deviennent minoritaires à l'Assemblée nationale. Les royalistes s'éteignent dans un concert de tergiversations qu'aggrave l'affaire du comte de Chambord et l'histoire du drapeau blanc. Le monarchiste MacMahon démissionne, cède la place au premier président de la Troisième République, Jules Grévy, Thiers ayant été pressenti, mais il décède au même moment. La République est définitivement installée. Jules Grévy aurait eu cette parole. La République ne doit plus faire peur. Cette phrase allait être entendue et donner cours à 2 décisions qui vont définitivement ancrer la République dans l'esprit des Français. 1. La création du roman national. Commençons par mettre les choses à leur place. Nombre de réseaux sociaux de gauche, toujours aussi finement intellectuels, véhiculent l'idée que le roman national serait l'œuvre de l'extrême droite. Il faut tuer le canard. Le roman national est une pure invention républicaine. La République ne doit plus faire peur. D'accord, reprenons l'histoire de France et ses héros à notre avantage. Montrons le Moyen-Âge comme une funeste époque d'obscurantisme et de superstition. Montrons la royauté et ses privilèges comme une longue nuit réactionnaire conduisant à l'époque des Lumières et touchons le Saint Graal de la Grande Révolution qui va délivrer la tyrannie de la France et les peuples du monde
du monde entier. Puis évoquons l'avancée décisive de la République tendue vers le progrès, la justice, la liberté. Des historiens comme Jules Michelet et Ernest Lavis contribueront largement à cette histoire républicaine détournée et trop souvent abusivement interprétée. Les Français seront imbibés de cette histoire officielle et finiront par l'admettre comme une vérité indiscutable. Quant aux royalistes, ils n'ont que faire d'un roman national, ils sont eux-mêmes plus qu'un roman, ils sont l'histoire de France. Le ralliement, ce qu'on appelle le ralliement, est une décision du pape Léon XIII, datée de 1892, exprimée à travers l'encyclique Au milieu des sollicitudes, exceptionnellement rédigée en français, obligeant les catholiques français à se soumettre à la République française. Je ne vais pas évoquer plus loin cette affaire du ralliement car elle demanderait un long développement. Cette décision papale entraînera des conséquences gravissimes, non seulement en France, mais dans de nombreux pays catholiques. Elle tournera au tragique, provoquant 2 guerres civiles terribles. Au Mexique, la guerre des Cristeros, 1926-1929, puis de manière plus opportune, la guerre d'Espagne, 1936-1939. Avec le ralliement, la République maçonnique française venait de triompher sur toute la ligne. De nos jours, après Vatican II et l'énorme travail de sape du monde protestant, judéo-maçonnique, anglo-saxon perpétré contre l'Europe à travers l'Union européenne, on assiste à un effondrement irréversible de l'Occident chrétien. Une fois de plus, la France est menacée dans son existence millénaire. Alors, il convient ici d'apporter une réponse et d'évoquer le retour du roi. C'est un peu long, mais c'est nécessaire. Pourquoi le roi ? Pour une raison très simple qui veut que, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'un système politique s'effondre, c'est un roi qui prend la relève. Or, la République dite française n'est plus aujourd'hui qu'un ferment de destruction, de dissolution de la nation historique la plus ancienne du monde, à la fois la plus affermie et la plus légitimée par son histoire et sa civilisation. La France est regardée du monde entier tant pour son passé que pour la prépondérance de sa richesse matérielle et spirituelle. Le roi de France est unique en son conseil. Il décide. Il est à la fois le père du peuple et son incarnation par délégation divine depuis Clovis. Il est le père du peuple souverain parce qu'il est lui-même la nième fraction du peuple, essence vivante de la nation. Étant fraction du peuple, il est sujet de lui-même en même temps qu'il est souverain de l'entité territoriale sur laquelle il étend son règne. Entre le peuple et lui, il n'y a rien. Il est la figure tutélaire de référence à laquelle on se rapporte quand tout va mal. Son pouvoir est absolu. Les insignes de reconnaissance qui marquent à la fois son pouvoir et la fonction souveraine sont la couronne, le trône, le sceptre, l'épée, la main de justice. Le roi de France est nécessairement, obligatoirement catholique. Le royaume de France s'étant formé sous le signe de la croix, il est sacré à Reims. La société médiévale, Moyen-Âge ou féodale, fondée sur des rapports de vassalité d'un fief à l'autre, est née du fractionnement de l'empire de Charlemagne, comme nous l'avons vu. Elle est constituée de nombreuses seigneuries liées entre elles par des rapports de vassal à suzerain, allant du plus puissant au plus petit. Certains suzerains sont parfois plus puissants que le roi lui-même, dont ils sont pourtant les vassaux. En l'absence d'un État royal centralisé et fort, la société médiévale s'organise sous l'impulsion de 3 tendances dominantes interactives: ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. La société des 3 ordres qui deviendra plus tard la noblesse, le clergé, le tiers-État. Nous en avons déjà parlé dans une autre session. On constate de nos jours un incroyable engouement de la population française pour la période médiévale, et même les touristes étrangers visitant notre pays sont friands d'apprendre de cette période. Chaque été, on ne compte plus les reconstitutions historiques dont les attractions du Puy du Fou ou du château de Guédelon, se déroulant avec en fond de décor une des innombrables forteresses parsemant encore
les campagnes françaises. La société médiévale est d'abord une société d'hommes et de femmes. La noblesse, qui constitue l'essentiel de la société médiévale dominante, est toujours constituée de guerriers attachés à leur fief. Cette société fondée sur des rapports hiérarchiques de suzerain à vassal, comme nous l'avons vu, s'appuie sur des valeurs morales établies d'homme à homme. C'est tout le sens de l'hommage que le chevalier rend à son parrain. Ces fortes valeurs morales sont la plupart du temps fondées sur le serment, impliquant des qualités viriles et édifiantes comme la fidélité, la loyauté, la hardiesse, le courage, le sens de l'honneur et de la parole donnée. La cérémonie s'appelle l'adoubement, un rituel religieux strictement encadré par l'Église catholique afin d'éviter les dérives d'aventuriers à cheval tenant du brigand ou du gangster de l'ère moderne, comme la suite le montrera quand la monarchie de plus en plus centralisée se passera de leur service. C'est l'histoire du chevalier errant. Pour autant, et quelle que soit sa dureté, la féodalité était aussi une société dominée par le sens du devoir, le don de soi, l'esprit de charité. Je dis bien don de soi et non don pour soi, typique du système subventionniste républicain qui relève plus du dol ou de la forfaiture. Lequel système républicain a aussi oublié le sens du devoir et de l'honneur dans le libellé de nos modernes droits de l'homme, qui n'existent pas. Je voudrais terminer cette section par la fameuse abolition des privilèges. L'affaire qui met en transe l'univers du gauchisme, où les républicains, toutes tendances, quand on évoque l'abolition des privilèges devant eux, ils exultent. C'est la grande victoire de la République. Les tyrans n'ont qu'à bien se tenir. Mais il y a un léger détail qu'ils n'ont pas compris. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils n'ont pas compris, puisque de toute façon, ils ne comprennent rien au réel. Il semble qu'ils n'ont pas compris que le mot privilège n'a pas le même sens sous l'Ancien Régime que sous l'esprit moderne et ne dit pas les mêmes choses. Pour aller plus vite, je vais emprunter à Wikipédia leur propre définition simple et pertinente. Je cite : « Dans l'Europe du Moyen-Âge et de l'époque moderne, les privilèges sont les lois particulières, léges privatées, dont bénéficient des communautés et corps constitués comme le clergé, la noblesse, des communautés de métiers, des ordres religieux, des communautés d'officiers, les notaires, certaines catégories sociales comme les mineurs, les veuves, les pauvres, mais aussi les habitants de certaines provinces, les coutumes de certaines villes, bourgeois de Paris, oui, les bourgeois de Paris, ou les étrangers, droits des gens, juifs. Puis ceci, un peu plus loin, les privilèges sont reconnus et garantis par l'autorité royale et par sa justice. Lors de son investiture, le seigneur devait promettre de respecter et d'entretenir les privilèges. Dans un pays morcelé en petites ou grandes seigneuries, ce qu'on appelle les privilèges n'étaient que des concessions accordées aux seigneurs pour assurer la continuité de l'autorité royale. Les privilèges doivent être vus comme une délégation de pouvoir régalien que le roi ne pouvait localement assurer. Le seigneur ne portait pas la couronne, ne régnait pas sur un peuple, mais il avait la responsabilité des gens de sa seigneurie sur lesquels il avait droit et protection. On dit que les seigneurs ne payaient pas d'impôts, certes oui, mais ils avaient le privilège de lever des impôts et des taxes pour faire tourner la boutique. Par exemple, les taxes de passage, cela leur permettait de trouver des revenus complémentaires, mais aussi de contrôler les flux économiques et assurer la protection des populations. Toutefois, ils payaient l'impôt du sang. Je ne vais pas passer en revue l'ensemble des privilèges, mais en rappeler deux. La dramatique abolition des corporations qui fut une véritable trahison des populations ouvrières. En deux, l'abolition de la dîme qui mettait à bas tout le système institutionnel se rapportant à la santé et à l'éducation tenue par l'Église catholique. C'est comme si l'État aujourd'hui coupait les vivres au ministère de la Santé et de l'Éducation nationale et chouravait la sécurité sociale. On peut en effet admettre que certains privilèges
pouvaient être remis en question comme le droit de chasse ou de pêche dans les étangs ou les rentes perpétuelles. Mais demandez aux gens d'aujourd'hui ce qu'est un privilège. Ils vous répondront un avantage illégitime acquis sans contrepartie ni mérite, ou d'une manière plus prosaïque, un type qui se nourrit à vie sur les deniers de l'État républicain et s'en met plein les poches. Donc rien à voir avec l'Ancien Régime, mais à voir avec les élus de la République qui se votent des avantages entre eux, se vautrent dans les délices de Capoue et s'engraissent sans complexe sur la bête. La vie s'organisait autour du château entre travail et loisirs, auxquels participaient parfois les populations locales. Les salles d'archives, qui servaient aussi de secrétariat et de salle du trésor, témoignent de l'activité économique, administrative, militaire centralisée au sein des murailles épaisses de la forteresse. Elle se partageait entre les chartriers, qui traitaient des relations avec le royaume et les institutions religieuses, et les terriers qui traitaient des activités locales, principalement des relations avec les paysans. En 1789, tout cet immense équilibre a été mis à bas sans discernement par une bourgeoisie haineuse et revancharde qui n'hésitera pas à exciter les mauvais instincts d'une populace venue des bas-fonds de la société pour venir à bout de sa folie hystérique et meurtrière, ne laissant derrière elle que ruine et larmes de sang. Sans le savoir, elle venait d'échouer dans ce drame sinistre consistant à mettre en œuvre un système politique dont on ne connaissait pas encore le nom, mais dont le modèle allait devenir par la suite le cauchemar douloureux d'une grande partie du monde, le communisme. Pour terminer, après la colonne royale, arrêt sur la colonne clergé, à partir d'un document de ma propre main en attente de publication. Je cite le passage. Qu'ils le veuillent ou non, ses ennemis sont obligés d'en convenir. Par le baptême du mérovingien Clovis Ier, roi des Francs, suivi de l'onction sacrale reçue des mains de l'évêque de Reims, Saint-Rémy, en 496, l'Église catholique, par cet acte de foi hautement symbolique et fondateur, s'est élevée au rang de cofondatrice de la France, mère et inspiratrice de la nation française. Sans elle, c'est-à-dire sans l'alliance des évêques et des comtes qui représentaient la seule autorité constituée surmontant les vestiges de l'administration impériale gallo-romaine, rien n'eût été possible. N'oublions pas qu'elle s'est trouvée, tel un îlot de stabilité, confrontée à la conjonction de deux immenses désastres, l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et les invasions barbares. Plus tard, elle est encore là, debout, unique structure organique et organisée, faisant face à la dislocation de l'Empire carolingien par les petits-fils de Charlemagne en 843, d'où émergera la féodalité. Elle, comprenons les évêques, les défenseurs de la cité, ces évêques qui ont fait la France comme l'abeille fait la ruche, citation de Joseph de Maistre, et les moines religieux de la règle, a permis à notre pays de se doter de dynasties monarchiques d'une exceptionnelle durée, passant pour avoir été parmi les plus stables et les plus débonnaires de tout l'Occident. Souvenons-nous que jusqu'à la Renaissance, jusqu'à l'influence italienne de la cour, le roi de France était appelé monsieur, sire et non majesté. Plus qu'un changement de nom, c'est un profond changement de sens. Elle a usé de toute son influence pour domestiquer les mœurs guerrières des barons et chevaliers du Moyen-Âge. Elle a instauré la paix de Dieu, la trêve de Dieu, inspiré les règles d'honneur de la chevalerie. Elle a combattu l'usure et pour désamorcer l'esclavage, elle a fait admettre même aux plus puissants que toute peine mérite salaire. Elle a contribué à supprimer le servage, qui ne doit pas être confondu avec l'esclavage, soutenu et encouragé les métiers et les corporations dont elle fut la grande protectrice. Si le haut clergé s'y est opposé un temps, elle a obtenu des libertés individuelles et communales, cela en dépit des puissants seigneurs féodaux.
C'est à elle que l'on doit le maillage territorial de la France par la multiplication des paroisses qui deviendront communes sous la Révolution. Elle a été un puissant facteur d'unité nationale et de stabilisation sociale dans un pays où chaque potentat féodal avait tendance à se prendre pour un roitelet local. Elle a été le pays aux 40 000 paroisses, soit autant de villages et leur église. Le fameux blanc manteau des églises de France, de châteaux et leurs dépendances, avec le plus souvent sa chapelle, son oratoire, son calvaire. Autant de communautés d'entraide, de solidarité naturelle, avec de loin en loin un monastère, une abbaye, l'ensemble ayant contribué à façonner, tout au long des 13 siècles de monarchie royale, l'une des plus brillantes civilisations de toute l'histoire de l'humanité. Putain. Et on flanque tout ça en l'air. Face au fléau de l'adultère, du vol, du rapt, elle a valorisé le mariage et rendu à la famille sa dignité. Le mariage par consentement mutuel, c'est elle. La présence des témoins pour lutter contre les unions transgressives aussi. Elle a institué la famille monogame à lignage généalogique et ouvert les premiers registres d'état civil, registres paroissiaux, faisant ainsi accéder les peuples à la légitimité successorale. Elle a été la protectrice de la femme, des faibles, et par le serment des chevaliers, protectrice de la veuve, de l'orphelin, de la croix. Elle a favorisé la paix, la justice, assumé des charges d'État à titre privé et bienfaisant, en créant des organismes de secours, d'assistance publique et de soins pour les pauvres, les malades, les indigents, les vieillards, les filles perdues ou repenties, hospices, hôtels-dieux. Les monastères, ces ruches du savoir et du travail organisé, ont contribué à défricher le pays et ont déterminé les premiers flux économiques en œuvrant au développement des activités artisanales et agricoles, voire artistiques. Que dire du dévouement des femmes et du nombre d'impressionnants des congrégations religieuses féminines. Les universités sont nées à l'ombre des cathédrales, écoles cathédrales. L'université de Paris, la clé de la chrétienté, rayonnera sur tout l'Occident avant de connaître le déclin. Durant la guerre de 100 ans, si je n'évoque pas l'évangélisation en terre de mission, comment ne pas rappeler son influence sur les arts en général en élevant le beau à la hauteur du sacré, maîtrise du sublime dont profiteront très heureusement l'architecture, la musique, la peinture, etc. Tant civils que religieux, déployant à leur plus haut sommet les véritables valeurs de l'humanité, le beau, le vrai, le juste. L'Église catholique a civilisé le barbare, elle a donné une âme à la France et elle a élevé son peuple dans la foi, l'honneur et la dignité. Likez, abonnez-vous, partagez, faites tourner autour de vous. Merci et excusez-moi un petit peu pour l'émotion.